Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent Écrire et lire quand on est en situation de handicap. Avec Isabelle Albanese, Isabelle Cardis, Damien Murit et Anne-Frédérique Rochat, animé par Nicole Grive et enregistré le dimanche 1er septembre 2024 au Grenier Bernois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la discussion « Écrire et lire quand on est en situation de handicap en Suisse romande ». Mon nom est Nicole Grive, je suis une spécialiste de l'accessibilité et je vais modérer la discussion. Je suis une femme petite et ronde, j'ai la peau et les cheveux clairs et je vis avec des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont un appareil auditif qui est équipé avec la position T? Muriel, Madame Sixou, oui. Si jamais on a dans cette salle une boucle magnétique, c'est un dispositif en fait. Si on enclenche la position T sur son appareil, ça permet en fait d'entendre mieux par exemple les voix des personnes qui parlent, plutôt que le bruit alentour. Donc, Muriel Sixou, est-ce que vous l'avez enclenché? Je l'ai enclenché, la position T, et c'est bon. Ça marche? J'ai le retour dans l'oreille, donc sans perte auditive, puisque c'est directement dans mon oreille que le son arrive. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci au service des affaires culturelles de l'État de Vaud, au livre sur les quais et à la ville de Morges, pour avoir développé les premières mesures d'accessibilité au festival. Ces mesures prennent place dans le cadre d'un plan d'action cantonal 2023-2024 pour la culture inclusive. Et puis, les mesures de cette année concernent l'accessibilité des lieux, de la circulation, l'accessibilité au contenu de certaines conférences, par exemple la boucle magnétique pour les personnes malentendantes avec appareil et position T, ou par exemple le fait que je me suis très brièvement décrite. Ça peut être utile pour des personnes avec un handicap visuel. Il y a aussi la bibliothèque sonore romande. Isabelle Albanese en est la directrice. Elle a un stand jusqu'à 17h au quai Mont-Blanc, en face du restaurant Le Léman. Il y a par exemple un atelier pour se mettre dans la peau d'une personne qui a des troubles de la dyslexie. Allez voir ce stand. Je souhaite la bienvenue à mes 4 invités. Je commence. Par rapport à vous, je suis tout à gauche, donc je vais commencer par tout à droite. Isabelle Cardis-Iseli, fondatrice de l'association Ligne, responsable de la bibliothèque de Montrion de la ville de Lausanne et ancienne éditrice. À côté d'elle, Anne-Frédérique Rochat, autrice ou auteur, je ne sais pas comment vous dites. Les deux me vont. Les deux vous vont, d'accord. Ensuite, Damien Murit, auteur. Et finalement, Isabelle Albanese, directrice de la bibliothèque sonore romande. La discussion dure 1 heure. Les 10-15 dernières minutes sont consacrées à vos questions et remarques. Après la discussion, Damien Murit et Anne-Frédérique Rochat dédicacent leurs derniers ouvrages sous les tentes, sous les quais. S'il y a des personnes qui ont envie de continuer la discussion, volontiers, mais il faut qu'on sorte. On peut aussi aller boire quelque chose après. Est-ce que tout le monde voit et entend bien? S'il y a des personnes qui aimeraient changer de place, n'hésitez pas à le faire. Merci aux autres personnes aussi pour votre flexibilité. Si quelqu'un aimerait par exemple une place devant, pour que tout le monde soit au mieux. Un des thèmes du festival de cette année, c'est le bien-être, c'est le corps, c'est l'esprit. Donc ça fait partie de ça. Voilà. Quelques informations pour comprendre de quoi nous allons parler. Je vous pose une question, je nous pose une question à tout le monde. Est-ce que vous pensez être en situation de handicap? Est-ce que vous pensez l'être un jour? Posez-vous cette question. 22% de la population suisse vit avec un handicap. Ce chiffre comprend
les handicaps visibles et invisibles, par exemple les difficultés psychiques, et les handicaps liés à l'âge. Par exemple, je perds l'oreille, je vois moins bien, j'ai 55 ans. C'est normal. Le handicap est produit par un mélange de 3 facteurs. Nos capacités, nos incapacités, par exemple de naissance, ou alors quand nous avons une maladie, un accident ou avec l'âge. Ensuite, le parcours de vie que nous avons, qui nous soutient ou qui nous rend vulnérables, une famille qui nous entoure, un pays où il n'y a pas la guerre, par exemple. Et ensuite, le dernier facteur, c'est la société qui s'adapte ou non à la diversité des besoins et des compétences des humains. S'il n'y a pas d'adaptation, cela crée des obstacles quotidiens pour des personnes différentes. Ces obstacles, si vous ne les avez pas, vous ne les percevez pas, vous ne savez pas qu'ils existent. Donc, du coup, il faut se mettre à la place des autres personnes pour comprendre un peu ces obstacles. C'est principalement la société qui handicape. Et en fait, le handicap, c'est nous, c'est pas elle, eux, vous. C'est nous tous, quand on vieillit aussi. Et l'accessibilité, c'est la seule chose qu'on peut changer. L'accessibilité, donc tout ce que fait ou fait pas la société, c'est la seule chose qu'on peut changer. L'accessibilité, c'est adapter l'environnement de vie, justement, à différents besoins et compétences. Cela permet l'inclusion et la participation à la vie en société. C'est aussi utile au plus grand nombre. Par exemple, des textes de programmes écrits en français simple et clair sont utiles à toutes les personnes qui lisent peu le français. En 2014, la Suisse a signé la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap. Cette convention a été faite par des personnes en situation de handicap auto-représentantes, selon le principe du « ne faites rien sur nous, sans nous ». Elle montre que l'inclusion est un droit humain. La Suisse fait très peu de choses pour ce droit humain, malheureusement, mais il y a des premières avancées, comme par exemple le livre sur les quais. Aujourd'hui, justement, nous allons parler de ces avancées et des défis de l'accessibilité à l'écriture et à la lecture en Suisse romande. Je commence avec Damien Murit. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, d'un récit et de nouvelles. Vos livres ont reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix de la Fondation Claude Blancpain pour l'ensemble de vos ouvrages et le prix de la ville de Carouge, Yvette Gragen, pour votre roman « Dans l'attente d'un autre ciel ». Votre dernier ouvrage, La voix du violoncelle, a été publié aux éditions d'en bas. Vous êtes d'ailleurs ici avec votre éditeur, je crois, dans le public. Vous vivez à Fribourg, vous êtes en situation de handicap et vous fréquentez la bibliothèque sonore romande. J'aimerais vous poser la question. En tant qu'auteur, écrire quand on est en situation de handicap et lire aussi, est-ce que c'est de votre expérience, est-ce que c'est facile, est-ce que ça existe ? Non, c'est pas facile dans le sens où c'est arrivé très très rapidement. Ma vision est bonne. C'est une maladie des glandes lacrymales. Oui. Et en quelques semaines, j'ai plus pu lire et je n'ai plus pu écrire. Donc ça a été un choc. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il faut l'accepter, se dire, une fois que l'ophtalmo a dit on a fait le maximum, on va se dire on va trouver des stratégies. Les lunettes, la casquette, les lunettes de glacier pour le soleil. Trouver des combines pour écrire, pas hésiter à demander de l'aide, parce que des fois quand on est en situation de handicap, on a de la peine à demander de l'aide. Oui. Donc là, heureusement, j'ai de la chance. Mon éditeur est quelqu'un de très, très, très ouvert, donc j'ai une grande liberté pour mes textes. Mais c'est surtout des petites stratégies qu'il faut trouver au jour le jour. Surtout pas se dire, je peux plus le faire, c'est une passion, je vais pas m'arrêter de lire. Même si j'y arrive pas, je vais lire 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. Et puis le reste, grâce à la bibliothèque sonore romande, je peux écouter. Alors ce que je fais, par exemple, parce que j'étais un grand lecteur, je choisis un livre, parce que pratiquement tous les livres qu'on choisit sont sur la bibliothèque sonore. Je prends le livre, je l'achète,
Je l'écoute et je mets un signet là où j'en suis. Comme ça, j'ai l'impression que je suis en train de le lire, même si je suis en train de l'écouter. Oui. Et c'est ça qui fait que finalement, on se sent moins en situation, je dirais de handicap, c'est un peu lourd, un peu beaucoup de le dire, mais moins en situation de difficulté. Oui. Le handicap, c'est pour moi encore une étape suivante. Je ne me sens pas vraiment en situation de handicap, je me sens en situation de difficulté pour lesquelles je trouve des combines. Oui, effectivement, chaque personne parle des obstacles, il y a de certaines choses qui sont personnelles, dues à notre situation, et d'autres choses où la société peut ou peut pas s'adapter. Et effectivement, chaque personne va dire elle-même quels sont ces obstacles. Elle va parler de difficultés, de vulnérabilité. Certaines personnes parlent de handicap. Ça, chacun doit choisir comment il ou elle l'indique. J'entends qu'il y a quelqu'un qui passe parfois l'aspirateur dehors. Est-ce que s'il passe fréquemment, si quelqu'un pourrait juste leur demander peut-être de le passer après, ça peut être typiquement par exemple pour des personnes malentendantes ou parfois avec un handicap visuel aussi très très problématique. Oui, effectivement, peut-être pour écrire, qu'est-ce que vous avez dû, si vous acceptez de le dire, ou trouver comme solution, puis aussi avec votre éditeur, parce que ça ne se joue pas tout seul. Est-ce que, j'imagine si l'éditeur vous dit, vous m'envoyez ça par email ou par Dropbox, vous m'envoyez le dernier manuscrit, puis je te fais les corrections en mode lecture. Est-ce que le Word est accessible? Enfin, quelles sont vos stratégies? Comment ça marche? Alors moi, j'écris sur papier. Oui. Les écrans, je l'évite au maximum parce que ça fait très vite mal aux yeux. Et mon éditeur accepte, et je le remercie encore 1000 fois, accepte mes manuscrits écrits à la main. Oui. Là, je viens de lui donner un manuscrit. Il a réussi à le lire, ce qui n'est pas peu de choses. Et je le remercie 1000 fois parce que c'est vrai que si je devais tout faire sur ordinateur, j'aurais énormément de peine. Oui. Donc là, il y aurait carrément un obstacle, justement, si on vous dit vous ne pouvez pas, ou si vous êtes jeune auteur, jeune autrice. Par exemple, avec un handicap visuel, vous avez déjà de la peine à approcher des éditeurs, éditrices. Alors, tout ce qui est écran, j'évite au maximum. C'est vrai que quand je reçois des mails qui font 4 pages, je demande à ma femme de les lire. Oui, oui. Ma femme m'aide beaucoup. Oui. Donc tout ce qui est mail, tout ce qui est maintenant, on ne peut plus vivre autrement que par mail, que par écran interposé. C'est mon épouse qui m'aide. Oui. Puis après, il y a des gens plus ou moins qui utilisent la technique. Alors il y a des gens qui sont au courant, alors ils me téléphonent. Accessible ou pas, oui. Ils me téléphonent ou bien ils m'écrivent une lettre par écrit, tout simplement, comme j'ai envie de dire comme au beau vieux temps. Oui. Est-ce que ça, vous le dites parfois aux gens, contactez-moi plutôt par téléphone ou d'une manière ou d'une... Oui. Je leur dis, j'ai de la peine à lire les mails, si vous voulez m'écrire, écrivez-moi soit à la main ou à la machine, mais le mieux c'est de me téléphoner. Oui, ouais. Le mieux c'est de me téléphoner parce que le mail, la plupart du temps, si c'est trop long, je zappe et puis je réponds même pas. Ouais, d'accord, c'est aussi un tri, oui. Ah oui, oui. Et puis, quand vous avez demandé à votre éditeur, en fait, si vous pouviez continuer, est-ce que ça a posé problème? Ça pose problème? Ça pose pas problème. Non, donc vous vous adaptez aussi simplement aux manières d'être de vos auteurs, en fait. Je voudrais dire que, quand même, ce que j'ai trouvé admirable, c'est que Damien m'a envoyé son dernier manuscrit par la poste en me disant « Pascal, c'est un exemplaire unique ». C'est-à-dire que, voilà, donc moi j'ai vite retranscrit sur papier, sur un Word, oui. Et on va en faire un scan, on va redonner l'édition originale à Damien. Oui. Puis après, vous aurez des versions, vous allez faire les corrections et ça va faire un aller-retour vu qu'il y a énormément. Oui, vous échangez par téléphone parce que j'imagine aussi se déplacer tout le temps selon où vous habitez. Si le chemin, les transports publics ne sont pas accessibles, c'est la croix et la bannière. Le dernier livre, on a pratiquement tout fait par téléphone. On a relu chaque chapitre.
Et puis on s'est mis d'accord sur chaque. Alors il n'y avait pas grand-chose, hein, mais il y a 2-3 petits points où on a un peu discuté. Et ça s'est très bien passé. Merci. Je pose la question, je reviens après, peut-être vous pouvez discuter les deux. Isabelle Albanese, vous dirigez la bibliothèque sonore romande. Elle est basée à Lausanne. Vous avez, je crois, plus de 35 000 livres audio enregistrés par une centaine de bénévoles, parfois aussi de voix de synthèse. Et puis, vous faites des animations, un conseil sur mesure. En quoi à quoi sert cette bibliothèque? Et puis, comment est-ce que vous faites en sorte que... Je ne sais pas comment, Monsieur Murit, comment vous avez eu connaissance de la bibliothèque sonore romande, parce que souvent les gens ne savent pas ce qu'il y a comme adaptation. En fait, c'est l'hôpital Jules Gonin à Lausanne qui m'en a parlé. C'est eux qui m'ont fait les lunettes d'ailleurs aussi, qui m'ont beaucoup aidé, parce qu'à l'époque, j'avais que des lunettes noires tout le temps. Oui. Et là, je peux voir la lumière sans problème. Et c'est eux qui m'ont dit, parce que je leur ai dit, mais est-ce que vous savez s'il existe des livres avec un gros format où on peut lire? Et puis ils m'ont dit, oui, ça existe, mais le plus simple, c'est d'écouter. Et c'est eux qui m'ont parlé de la bibliothèque sonore, oui. Oui, donc il y a eu l'hôpital Jules Gonin, spécialiste aussi de la basse vision, de l'adaptation, justement de l'environnement de vie à différentes situations. Oui. Et donc vous ont donné le contact. Exactement, oui. Parce que ça, souvent aussi, des choses existent et puis on ne le dit pas, on ne le sait pas. C'est déjà difficile de dire quand on a un besoin. On est dans une société qui met la honte sur les gens qui ont des besoins spécifiques. Tu es un raté, tu réussis pas, tu as une déficience. Plutôt que de dire mais il y a des choses. Au début, c'est vrai que je me sentais un peu mal à l'aise parce que je voyais mes collègues qui écrivaient quand ils signaient des grands textes comme ça. Puis moi, je mettais juste très cordialement. Je me disais, il faudrait que je fasse un effort d'écrire un petit peu plus, etc. Puis après, je me suis dit non. Chabrol signait très, très simplement, très cordialement. Point. Je me suis dit, voilà, je suis pas Chabrol, mais j'ai le droit d'écrire aussi très court. Tout à fait. Donc je mets très cordialement. Des fois, je mets peut-être avec amitié, mais je mets très court. Quand vous écrivez une lettre ou un mail, par exemple. Aussi. Ouais. Oui. Ah oui, les mails, alors je ne fais pas les chers madame, cher monsieur, ça va très vite. Point 1, point 2, point 3. Ouais, oui. Voilà, donc comment ça s'est passé? Vous êtes passé à la bibliothèque sonore? Ou, enfin, peut-être les deux. Enfin, comment... Parce que j'imagine, une fois, on sait la chose, puis après, il faut encore se renseigner, voire aller sur place. Il y a toujours un peu... on a aussi... On n'ose pas, on a honte, on ne sait pas quoi demander. Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai pas du tout eu honte, parce que j'ai trouvé ça exceptionnel, extraordinaire, parce que ça me manquait tellement, j'avais une telle soif de culture, que le fait de pouvoir entendre des livres, je le faisais sur YouTube, mais il y a toujours des pubs, ça coupe, il faut regarder l'écran, il faut revenir, etc. C'est pas pratique. Donc du coup, j'ai pas eu honte. On m'a juste demandé une attestation médicale, et puis ensuite, on m'a donné un code, et puis j'ai pu accéder à tous les livres que je voulais. Vous dites depuis chez vous? Comment ça se passe? Ça s'est fait par téléphone, oui. Par ça s'est fait par téléphone. D'accord. Oui. Donc en fait, on vous envoie ensuite les fichiers et vous pouvez les écouter. Non, je télécharge. Oui. Et puis je peux écouter tout ce que j'ai envie pratiquement. Je crois que ça m'est arrivé une fois que je choisisse un livre qui n'existait pas. Donc pour ça, je vous remercie parce que vous avez vraiment un choix qui est extraordinaire. Vous êtes aussi en association avec d'autres partenaires, ce qui fait que ça fait des milliers et des milliers de livres. Je vous dis honnêtement, j'ai écouté une centaine de livres cette année. Je crois qu'il y en a eu 1 ou 2 maximum que j'avais pas trouvé. Et ça coûte quelque chose? Non. Non, d'accord. Donc c'est un service où la bibliothèque reçoit effectivement de l'argent. Est-ce que vous pouvez conseiller un livre, dire j'aimerais bien que vous enregistriez tel ou tel ouvrage? Oui, le dernier de Sylvia Herry. Oui, on avait parlé au téléphone. Oui, le dernier. Merci. C'est de la poésie. Voilà, peut-être Isabelle... juste, je ne veux pas couper la parole, mais j'ai écouté un livre de madame. Voilà, donc Anne-Frédérique Rochac, qui est à sa droite pour vous, autrice, auteur, et donc vous avez écouté un livre audio.
Et vous Anne-Frédérique, vous avez lu des Oui. livres de Damien Oui, Murit? voilà, Oui. je l'ai dit tout à l'heure, je trouve son écriture absolument éblouissante, d'une force, d'une intensité, Merci. avec peu de mots, d'une poésie. C'est très beau. D'accord, donc voilà, une en mode audio, lue par des voix humaines, et puis d'autres, vous l'avez lu. Oui. Effectivement, le livre audio est une des adaptations. Il existe, c'est les gens qui ont des liseuses, par exemple. Pour certains, ça va d'agrandir. Il y a toutes sortes de solutions, mais c'est vrai que le livre audio en voix humaine, alors là, en l'occurrence, il faut une attestation qu'on a des difficultés. Mais on sait aussi que peut-être certaines parmi vous écoutent des livres audio ou des podcasts. Enfin, on voit que le fait d'avoir des choses à la fois par un canal visuel, quelque chose que je peux lire ou voir, et un canal où je peux entendre, ce qu'on appelle la multimodalité, c'est un grand principe d'accessibilité universelle et en fait c'est utile et passionnant pour tous les humains, me semble-t-il. Voilà. Isabelle Albanese, est-ce que je vous vois tout le monde? Enfin voilà, je vous vois aujourd'hui. On pourra se tutoyer après. Donc voilà, il y a toute cette offre. Il y a aussi un conseil que vous donnez quand des gens disent comment je télécharge. Vous faites aussi des animations. Et puis vous travaillez aussi avec des livres pour des personnes 10 qui ont des troubles 10. C'est juste? Alors, notre service, il est vraiment pour toutes les personnes qui ont des difficultés à lire l'imprimé, quelles que soient les raisons. Donc, on a aussi bien des personnes qui ont des difficultés de vue que des personnes qui ont des troubles de l'apprentissage, donc effectivement des personnes 10 ou qui ont des troubles de l'attention ou des troubles du spectre de l'autisme, et aussi des personnes qui ont des troubles moteurs. Donc, on a des personnes paralysées ou qui ont la sclérose en plaques. Donc, pour nous, le service, il est vraiment à destination de toutes ces personnes. C'est un service à 180 degrés parce que ces personnes ont des besoins très différents. Déjà, elles ont des âges très différents. Donc, on a des personnes entre 9 et 98 ans, je pense. Donc, ça fait un point commun. Elles se retrouvent vraiment sur la nécessité de l'audio, de la qualité de la voix et puis aussi de la qualité du rythme pour le plaisir, mais aussi pour la compréhension. Mais il y a aussi, bien sûr, des spécificités en termes de collection, par exemple. Donc, les personnes dyslexiques ou avec des troubles de l'apprentissage sont plutôt des personnes jeunes qui seront diagnostiquées à l'école. Donc, on a beaucoup enrichi notre catalogue avec des livres jeunesse, des lectures scolaires. C'est aussi par rapport aux personnes qui ont des troubles visuels, qui sont plutôt âgées, pas du tout les mêmes compétences au niveau de l'informatique. Donc, on doit vraiment faire attention de ne pas enlever la barrière de l'écrit et d'ajouter la barrière du numérique. Technologique, oui. Voilà, exactement. Donc, comme l'a dit Monsieur Murit, toute la collection se télécharge. Ça, c'est intéressant aussi pour les jeunes qui puissent utiliser avec nos applications sur leur smartphone. Mais on doit aussi donner un service qui est complètement accessible sur CD. Donc, oui. Qu'on puisse travailler complètement sans informatique. Donc, on nous voit des CD dans le monde entier, sans frais de port, ni aller, ni retour. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, il faut être suisse, il faut montrer qu'on est suisse et qu'on est non. Non, il n'y a aucune question de nationalité pour s'inscrire à la bibliothèque, ni de lieu de résidence. D'accord. Donc, on a pas mal d'auditeurs qui sont en Afrique du Nord, en Argentine, enfin, peu importe son lieu de résidence, on peut s'inscrire à la bibliothèque sonore. Après, dans la richesse du public concert, il y a aussi la question de l'écrit, comme était votre question, oui. Je crois. C'est vrai que pour les personnes âgées malvoyantes, c'est un au revoir qui a été fait à l'écrit, mais c'est pas donc le cas. De lire à l'écrit, c'est ça. Lire à l'écrit, c'est quelque chose qui, a changé. Mais par contre, pour les jeunes personnes qui sont dyslexiques, ou qui ont des troubles de l'apprentissage, ils doivent garder ce lien avec l'écrit. Et même s'ils sont nombreux à avoir plaisir à continuer à avoir le livre papier, donc écouter la version audio, mais en gardant le support du papier, à l'école, c'est aussi moins stigmatisant de pouvoir avoir le même livre que les camarades. C'est sûr que le texte numérique, ça offre des choses qui sont très intéressantes, par exemple de pouvoir surligner une partie du texte ou flouter la partie qu'on lit pas, ou pouvoir faire défiler avec le doigt. Enfin, il y a plein de mesures d'accessibilité sur les textes numériques qui sont très intéressantes.
Et puis c'est pour ça qu'on va compléter notre offre. On espère à partir du mois prochain, on va coupler nos voix humaines avec des e-pubs pour une collection de jeunesse et de livres scolaires. Donc pour en fait lier l'écrit accessible et l'audio. E-pub, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, EPUB, c'est un format pour les livres numériques qui est un format tout à fait commercial, qui est aussi celui des livres de Payot, par exemple. D'accord, et qui est numérique. Voilà, tout à fait. Donc, on peut modifier selon ses besoins, puis modifier aussi au fil de la lecture. Par exemple, si l'élève est en phase d'apprentissage de la lecture, il peut écouter l'audio et puis avoir une certaine accessibilité. Oui. Et puis après, par exemple, s'il est fatigué, passer une accessibilité plus large. Et voilà, c'est des offres qui peuvent vraiment compléter l'accessibilité qu'on propose avec les voix humaines. Et puis c'est le cas aussi des voix de synthèse. Donc on a 100 lecteurs bénévoles, comme vous l'avez dit, mais on a maintenant aussi 10 voix de synthèse qui sont vraiment d'excellente qualité, des voix âgées, masculines, féminines, jeunes. Et voilà, on ne veut pas du tout arrêter les voix humaines, on se rend vraiment compte de tout ce que ça apporte. Mais voilà, ça peut être un complément qui est très intéressant. Et puis, comme vous le disiez, Monsieur Murit, on travaille avec beaucoup de bibliothèques. Enfin, il y a aussi des bibliothèques sonores. Il y en a déjà plusieurs en Suisse romande. Oui. Mais il y en a aussi plusieurs en France, au Canada, en Belgique. Et voilà, grâce aux droits d'auteur, c'est de plus en plus possible de réunir et de donner accès à tous ces différents formats et d'avoir vraiment une bonne complémentarité, une bonne richesse pour des besoins très variés. Oui. Et puis, est-ce que vous êtes surtout à distance ou est-ce que les gens viennent sur place aussi? On est à 98% à distance, je pense. À part pour les animations dont vous parliez, on fait des cafés littéraires qui sont d'ailleurs ouverts à tous. Mais sinon, c'est beaucoup par téléchargement. Oui. Et puis sinon, les CD, comme ils sont envoyés en courrier gratuitement, on travaille beaucoup comme ça. Et souvent, vous le mentionnez aussi, la question de la mobilité. On se rend compte aussi avec la déficience visuelle. Donc, il n'est absolument pas nécessaire de venir à la bibliothèque pour chercher ces livres. Ça ne doit pas être un obstacle, bien sûr. D'accord, oui. Merci. Effectivement, il y a une bibliothèque sonore romande à Lausanne. Il y a la bibliothèque Braille et Livres Parlés à Genève. Je ne sais pas si M. Mera est là. Non, parce que c'est un spécialiste... de tout ce qui est braille, entre autres, et de la technologie, qui a fait une lecture dans le noir ce matin à la Bibliothèque sonore romande. Il y a aussi d'autres initiatives. Il y a par exemple l'initiative, la médiathèque numérique Mona Lira, qui a été créée par Céline Wichard, qui est ici, je crois, aussi. Une jeune autoreprésentante spécialiste aussi de la communication. Et puis, eux proposent alors juste des livres en voie de synthèse, également pour le handicap visuel ou pour d'autres difficultés. Il y a différentes bibliothèques, les approches se complètent. Par exemple, il y a la voix humaine, il y a le conseil, et puis ensuite, une initiative comme Mona Lira va plus être de faire énormément de livres dans des voix de qualité, mais peut-être plus pour des gens, la jeune génération qu'on ait handicap ou pas, est à fond sur les nouvelles technologies. Donc il y a plein de choses qui existent, qui sont en complémentarité, et un des grands obstacles, en fait, c'est que les gens ne connaissent pas toutes ces solutions, en fait. Je passe à une autre type d'approche, en fait, qui touche aussi l'écriture et la lecture aussi. Je présente Isabelle, la deuxième Isabelle. Cardi-Cisli. Je vais te souffler. Juste avant que je vous présente, j'aimerais faire une pause. Comme j'ai des troubles de l'attention, je fais des choses pas toujours dans l'ordre. J'ai mon script, j'ai ma petite montre qui m'indique l'heure pour que je ne dépasse pas. Je voulais vous donner, à vous quatre, en début de discussion, des petits ours bernois. Il y a un confiseur bernois qui s'appelle Glatz, qui fait des ours.
les Mandelberli, les petits ours aux amandes. Comme le thème, c'est la littérature suisse aussi au festival, je passe la barrière de Rushdie. J'en ai 4. Alors, j'en ai un avec la tête coupée, j'en ai 2 mini, et puis j'en ai un qui a un peu l'épaule entamée. Donc, la diversité des ours et la diversité des êtres humains. J'en ai aussi 2 qui sont sans gluten, parce que ça aussi, il y a des personnes qui ne mangent pas le gluten. Donc, ne vous battez pas, ils sont tous égaux, ils ont tous les mêmes compétences. Je vous laisse les prendre. Alors, si vous voulez, vous pouvez les manger maintenant, si vous voulez, ou plus tard. Merci. Et puis répartissez-vous les sans gluten. Si vous voulez boire un peu d'eau, prenez peut-être maintenant l'occasion de... si quelqu'un doit aussi faire une pause à l'intérieur, vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire une pause, revenir, etc. Malheureusement, on n'a pas d'eau pour vous. Ouais. Ok, alors, on reprend le fil. Isabelle Cardis, Isoli. Vous avez fondé l'association Ligne. Elle rend possible la rencontre entre les autrices et les auteurs de Suisse romande et les personnes qui ont des difficultés à lire, pour toutes sortes de raisons. Ces rencontres aboutissent à la publication d'œuvres littéraires, des romans faciles à lire, qu'on appelle FAL, F-A-L, et puis qui sont conçus dans un processus où il y a de l'échange entre des personnes et une auteur. En 2023, Ligne a publié un premier roman en FAL, suisse roman, Le Retour de Mararou, d'Anne-Frédérique Rochat, ici présente, en collaboration avec des groupes de lectrices et de lecteurs de la section vaudoise de l'association Lire et Écrire, une association qui lutte contre l'illettrisme. Je ne sais pas s'il y a des personnes de cette association qui sont là aujourd'hui. Oui, il y en a 2 voilà. ici. Bienvenue. Co-directrice de la section vaudoise de Lire et Écrire. C'est le petit train ou le bateau, je ne sais pas. Donc là aussi, à la fin, volontiers pour un échange, il y a aussi Muriel Sixou de l'association d'art d'inclure, aussi des personnes autoreprésentantes spécialistes de la visite culturelle de musées, de festivals de musique en Suisse romande, qui, voilà, comme Céline Witchard, comme Lire et Écrire, c'est des gens qui collaborent avec aussi le domaine littéraire, les lieux culturels, donc peut-être qu'on peut échanger ensuite. Merci d'être là. Anne-Frédérique Rochat, justement, alors vous êtes diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Lausanne et en parallèle à votre parcours de comédienne, vous êtes auteure de pièces de théâtre et de romans. Par exemple, Longue nuit et Petit jour et Quand meurent les éblouissements. Votre dernier ouvrage, Le Trouble, a été publié aux éditions Slatkin. Et en 2024, vous avez donc collaboré avec l'association Ligne et Lire et Écrire section Vaud pour écrire Le Retour de Mararou. Alors, c'est quoi? Enfin, déjà, premièrement, moi, je fais peut-être l'avocat du diable, mais la littérature, elle n'est pas là pour être simplifiée, non? Pourquoi est-ce que des gens qui ne savent pas lire, ils voudraient lire de la littérature? Oui, non, j'ai pas du tout eu cette pensée. Non, mais je l'entends au quotidien. Hein. Pourquoi des personnes aveugles veulent aller au théâtre? Enfin, bon, bref. Oui. Voilà. Je ne pense pas ça, hein, mais je le dis. Ouais. Non, en effet, moi, Isabelle Cardis est venue vers moi pour me proposer d'écrire un livre accessible à des personnes en difficulté de lecture. Et puis, tout de suite, ça m'a intéressée parce que déjà, j'ai déjà répondu à des commandes, notamment pour le théâtre. Donc, écrire pour quelqu'un d'autre, j'adore écrire pour moi, mon univers, créer mes choses, mais j'aime bien aussi des fois répondre à la demande de quelqu'un d'autre. Et cette demande-là, en plus, me plaisait. Je trouvais, ça me plaisait d'écrire un livre qui puisse être accessible. Et en effet, je me suis pas dit, mon Dieu, ce sera pas assez considéré comme littéraire. En plus, l'idée, c'était quand même de faire un livre qui ait une touche littéraire, c'est-à-dire pas faire un livre pédagogique. Oui, ouais, justement, oui. Donc, ce qui m'avait été demandé, c'est que je garde quand même un peu mon univers, mais que le livre soit accessible. Donc, il y a différentes contraintes auxquelles je me suis pliée agréablement. C'est parce que j'ai trouvé ça aussi assez ludique d'essayer de changer un peu. J'ai pas eu l'impression de devoir changer vraiment ma manière d'écrire. C'était presque comme un exercice, ouais, vraiment un peu ludique. Après, c'est vrai que
je pense que je me rendais pas compte des difficultés vraiment que rencontraient les personnes en difficulté de lecture. Comme vous disiez, des fois on croit qu'on sait ce que vivent les gens qui ont des différences ou qui sont différents de nous. Moi, et en fait, aussi, ça passe toujours par notre prisme. Oui. Et donc, il faut vraiment... au départ, j'ai créé un premier jet qui comportait encore de nombreuses difficultés, malgré les contraintes auxquelles je m'étais pliée. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression il y a eu un déclic où j'ai mieux compris et j'ai eu l'impression de mieux me mettre à la place de personnes en difficulté de lecture ou de personnes qui apprenaient le français. Et tout à coup, je me dis, ah oui, les difficultés me sont apparues, les difficultés de mon texte me sont apparues plus clairement. Alors je dis, c'est pas parfait, et c'est un chemin que j'ai fait, et j'ai tendu vers quelque chose, mais en tout cas, oui, c'était intéressant. Et comme vous disiez, je pense que c'est très difficile, quand on vit pas quelque chose, de vraiment se mettre à la place, à moins de faire un petit travail, parce que des fois, on croit... Oui, c'est par exemple, par rapport au racisme aussi, on peut pas imaginer, en fait, quand j'ai entendu des gens dire non, mais il n'y a pas de racisme vraiment ici, ça va à Lausanne. Mais je pense que si on n'est pas une personne de couleur ou étrangère, on se rend pas compte. Oui, toutes les discriminations, tant qu'on les vit pas. Oui. Après, on peut subir une discrimination et être soi-même discriminant. Ça aussi, rend des fois aussi ça n'empêche difficile, pas. Mais la personne qui commence à dire on fait déjà assez pour eux, ou bien ils exagèrent, ou bien mais non, il y a rien. En venant au château, j'ai rencontré une maman avec une poussette et une petite fille. Et puis elle m'a dit vous savez si l'expo du musée du château est accessible, s'il y a une porte derrière. Et puis j'ai dit je sais pas, et j'ai appelé le musée. Puis elle me dit non, mais je laisse tomber. Puis j'étais là, non, faut appeler le musée. J'ai demandé. Et puis ils ont dit malheureusement pas, ils ont une page accessibilité. C'est pas écrit derrière la porte. Bon bref. Et du coup j'ai dit je leur ai dit informez peut-être mieux. Enfin on peut volontiers être en contact. Mais directement elle a dit j'insiste pas et finalement, on voit aussi cette accessibilité, et on va parler justement de ce que c'est que le français facile à lire. En fait, de même que l'audio ou d'autres, ou des approches où on écoute les besoins des gens, eh bien, c'est utile pour beaucoup de monde. Par exemple, j'arrive, on travaille justement avec le service de la culture du canton de Vaud. Il y a Myriam Vallet qui est ici, responsable de l'accès à la culture. Il y avait Alix, je ne sais pas s'il est encore là, Alix Billen du livre sur les quais, la directrice. Donc on essaye depuis 2 ans de mettre en place des premières mesures d'accessibilité. On voit par exemple que la signalétique ou le site web qui n'est pas au standard d'accessibilité, par exemple pour des gens qui ont un lecteur de texte à haute voix, ce n'est pas encore ça. Mais on voit aussi, par exemple, que le jour où le festival va vraiment réfléchir à une signalétique pour circuler, pour venir depuis la gare et puis sur les stands, eh bien, ils vont prendre en compte les besoins. Par exemple, c'est très utile quand on a des choses grandes, avec des grands contrastes, noir sur blanc, qui sont bien marqués. C'est utile pour les personnes avec un handicap visuel, mais c'est utile pour les personnes, par exemple, malentendantes ou sourdes. Et c'est utile pour tout le monde. J'ai un peu erré dans le festival aussi. Pourtant, moi, je peux regarder sur mon smartphone. Enfin, voilà. Mais c'est aussi simplement pour dire aussi que ces mesures, on les met petit à petit en place en Suisse. Il y a très peu d'argent pour ça. Il y a très peu d'objectifs de politique sociale, culturelle. Mais ça se fait petit à petit. Et puis, voilà. Le français facile à lire, peut-être Isabelle Cardis. Vous pouvez nous dire ce que c'est? Et puis aussi, est-ce que, Anne-Frédérique Rochat, vous avez juste répondu à une commande écrite? Et puis après, comment ça s'est passé? Parce que vous avez dit, je ne me rendais pas compte de la difficulté. Non, oui. Vous avez travaillé avec lire et écrire? Oui, non, j'ai pas écrit tout de suite. D'abord, j'ai reçu un petit fascicule de bibliomédia sur le facile à lire avec différentes contraintes, comme par exemple pas plus de 100 feuillets, des chapitres courts, des paragraphes courts, des temps simples, c'est-à-dire du présent ou du passé composé, pas trop de personnages, une chronologie linéaire, des choses comme ça.
Et il y a eu une petite formation aussi d'une matinée avec Bibliomédia où on a fait des exercices et voilà. Donc j'avais quand même un petit bagage, mais pour commencer le premier jet. Mais c'est après, au moment des retours, parce que donc des groupes de lire-écrire ont lu le premier jet du manuscrit, et j'ai eu leurs remarques. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait encore de nombreuses difficultés que j'avais pas imaginées, comme par exemple l'inversion verbe-sujet. Ai-je raison est trop compliqué. C'est mieux de mettre est-ce que j'ai raison ou s'étonne-t-elle. Ça c'est difficile. Il y a une inversion. Donc elle s'étonne, 2 points. Ça peut être plus clair. Mais il y a aussi ça c'est des difficultés très concrètes. Mais il y a aussi des fois tout ce qui est suggéré, trop suggéré, ça c'est des difficultés aussi, ou bien quand un paragraphe n'est pas clairement amené. Moi je pense qu'on sait qu'on est toujours dans l'église, voilà. Puis il faut quand même juste resituer où on est parce qu'on a changé de chapitre, et voilà. Des dialogues qui commencent avant d'avoir la description du personnage qui parle aussi. Par exemple, on commence le paragraphe par le dialogue d'un personnage au lieu de le présenter avant qu'il commence à parler, en effet. Et les prénoms. Mais c'est surtout une accumulation des difficultés dans un même paragraphe, la proximité des difficultés dans un même endroit. C'est un peu, moi j'ai fait de l'empathie en imaginant que j'allais lire un livre en allemand. S'il y a une accumulation de vocabulaire, de verbes, de formes de phrases, etc., là ça fait trop et je vais vite me lasser ou laisser tomber. Oui, le but c'était pas d'enlever toutes les difficultés, c'était d'en avoir conscience et de se dire bon bah ça je laisse parce que pour moi c'est important, mais par contre je vais simplifier à ce niveau-là. Peut-être Isabelle Cardis, donc cette association Ligne, vous êtes bibliothécaire, vous avez été éditrice des éditions Plaisir de lire. Comment est-ce que vous en êtes venu à cette idée de promouvoir et puis le FAL, en fait, bon, peut-être lire et écrire pourra le dire, mais en fait, c'est pour qui? Est-ce que c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle? Est-ce que c'est... Et puis comment est-ce que vous êtes allé chez Lire et Écrire et puis vous avez dit donnez-nous 10 personnes pour... pourquoi ça a fait sens de... Vous rigolez. Non, mais je connais des gens qui font ça. Hein. Le musée qui, une fois, m'appelle tu me trouves trop immigrant pour un projet. Non, merci. Voilà. Non, le tout début du projet, mais il date de 2020. C'est une formation qu'on a eue chez Bibliomédia, donnée par des bibliothécaires de Bretagne qui avaient des accueils autour de livres faciles à lire, FAL, et puis qui nous présentaient ce que c'était ce concept. Et très vite, on a aussi réalisé qu'il existait déjà une collection qui avait été réalisée, qui est sous la responsabilité de Lire et Écrire Luxembourg-Belgique, qui s'appelle La Traversée aux éditions Véric. Et nous étions un groupe informel de médiateurs et médiatrices en bibliothèque publique et de Bibliomédia. Et on s'est dit, là, il pourrait y avoir quelque chose, parce qu'au niveau éditorial, il y a très peu de choses qui sont écrites en facile à lire, et encore rien du tout concernant des auteurs de Suisse romande, oui. Alors qu'en Belgique, ils le font avec des auteurs de Belgique. Donc ça a démarré comme ça, le projet s'est développé, il a pris une grande ampleur, il a été sous la responsabilité de Destination 27 pour le conduire, oui, une association aussi précarisée, oui. Voilà. Et puis finalement, on a décidé en février 2023 de créer une association Ligne qui se concentrerait essentiellement sur ce projet-là, quitte à élargir plus tard sur d'autres choses, mais vraiment de se concentrer là. Alors pour le public visé, en fait, comme je suis bibliothécaire et qu'on a un rayon facile à lire en bibliothèque, je peux facilement observer quel est le public intéressé. Il est extrêmement large. En fait, toute personne, à un moment donné, peut être intéressée. Il y a des gens qui se remettent à écrire et qui aimeraient quelque chose de simple, ou d'autres qui lisent beaucoup, mais qui sont dans une période où ils aimeraient des livres de qualité, mais un peu plus faciles d'accès. Il y a des personnes en situation de handicap, plusieurs différents, d'illettrisme, d'apprentissage du français, c'est vraiment très très large. Et puis peut-être lire et écrire, comment c'est les personnes qui lisent pas bien le français, c'est les étrangers, c'est juste. Merci de nous donner la parole. Non mais je me permets, donc voilà. Merci.
Alors non, pas du tout. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a déjà parlé d'un aspect de la lecture pour l'instant, c'est-à-dire le déchiffrage. Oui. Et au-delà du déchiffrage, il y a la compréhension de ce qu'on lit qui est importante. Et le public, lire et écrire, peut avoir des difficultés autant dans le déchiffrage, qui concerne plutôt l'apprentissage des bases de la lecture, mais aussi des problèmes de compréhension. Une fois que le déchiffrage est en place, c'est-à-dire que la lecture à voix haute est en place, c'est des personnes qui sont capables de lire à voix haute, mais après, c'est l'accessibilité de compréhension du contenu du texte qui est encore à travailler. Donc nous, dans les cours lire et écrire, non, le public n'est pas qu'un public qui apprend le français. C'est justement un public qu'on accueille qui parle français à l'oral et qui a des difficultés de lecture. Mais ce public peut avoir fait ses écoles, toute sa scolarité en Suisse ou en français, mais quand même rencontrer des difficultés. D'ailleurs, la dernière enquête PISA montre que les élèves qui sortent de l'école ne savent pas forcément, n'ont pas forcément les compétences pour une lecture fluide et autonome, qui les rend autonomes dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est notre public. Et puis nous, évidemment, c'est une opportunité incroyable de pouvoir collaborer dans le cadre de ce projet facile à lire, parce que justement, on oublie aussi des fois le plaisir de la lecture. Et on lit justement, on fait souvent des lectures pédagogiques. Quand des personnes doivent apprendre à lire, c'est principalement axé sur le pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Comment on tourne la phrase, etc. Mais ces personnes ont aussi le droit d'avoir juste du plaisir à lire, de lire un livre de A à Z, et puis de se dire « Waouh, j'ai aimé l'histoire ». Et c'est tout. Sans qu'on leur pose des questions, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que ça veut dire ce mot, nanana. Et en fait, c'était génial parce que les personnes qui ont travaillé à ce livre l'ont après lu en entier et ont dit « Génial, ça fait des années que je n'avais pas lu un livre en entier, voire jamais ». Donc en fait, vous avez eu plusieurs allées, vous avez proposé, vous n'avez pas pris des gens en disant « Toi, tu fais ça ». Non. Mais vous êtes parti sur ceux qui justement avaient envie de lire. Oui, exactement. Ouais. On est dans un processus vraiment collaboratif et coopératif, c'est-à-dire que nous, Isabelle est venue à approcher l'association Lire et Écrire en disant on a ce projet, comment on pourrait faire. Et nous, à travers nos formatrices, on a interrogé les groupes qui seraient intéressés et les formatrices qui seraient intéressées à participer à ce projet. Et certains groupes se sont impliqués, certains groupes pas. Certains groupes ont essayé, mais c'était trop compliqué pour eux. Et voilà, donc c'est vraiment de la bonne volonté des personnes, l'intérêt des personnes, autant des apprenants que des formatrices. Merci beaucoup. Et puis, apparemment, il y a quand même 60% des personnes en Suisse qui lisent peu ou assez mal. Donc, c'est vraiment aussi un enjeu, à la fois le plaisir, comme vous le dites, et je pense que c'est la meilleure façon de donner envie aux gens, mais aussi pour tout ce qui est, par exemple, administratif. Ça, c'est aussi des grands obstacles. Je reprends pour les 5 dernières minutes. Isabelle, je voulais juste dire aussi, Bibliomédia, on en a parlé. C'est en fait une fondation qui promeut la lecture en Suisse, et Bibliomédia Lausanne a justement une collection FAL. Vous pouvez l'emprunter. Ils font aussi des formations. Ils ont aussi une page. Leur site web n'est pas bien et pas accessible, mais ils ont une page sur l'inclusion des personnes en situation de handicap en bibliothèque. S'il y a des bibliothécaires parmi vous ou dans votre réseau, où ils ont des guides en ligne créés avec des personnes, par exemple avec un handicap visuel, des guides français, etc. Ça vaut la peine d'aller là-dessus. Aussi une autre bibliothèque que je recommande, la bibliothèque de Vevey. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Il y a des Veveysans, des Veveysannes. Ils ont un super espace qui s'appelle Lire autrement, donc physique, avec bonne signalétique, avec toutes sortes de formats pour justement lire autrement, dont du FAL, dont des médias avec sous-titrage audio. Ils ont travaillé d'ailleurs avec Céline Wichard pour la mise en place de cette collection. Ils ont aussi sur leur site web. Et puis ils en ont profité aussi pour refaire leur programme papier de manière accessible. Et je l'ai vu, ça fait une énorme différence. Des bons contrastes, des bonnes polices. Voilà. Donc Isabelle Cardis-Iseli, on a parlé bibliothèque sonore. Monsieur Murit, Madame Albanese, vous nous en avez parlé. La voix humaine, la voix de synthèse. Ensuite, il y a les bibliothèques publiques.
Isabelle, vous travaillez en bibliothèque publique. Là aussi, faut-il les rendre accessibles? À quel niveau? Est-ce qu'il suffit de faire une collection FAL? Comment ça marche? Je sais que les bibliothèques de la ville de Lausanne s'y mettent. Quels sont un peu pour vous les enjeux? À quel niveau ça se joue? Alors, les bibliothèques de la ville de Lausanne, c'est un gros navire qui est contenu dans un plus gros navire qui est la ville de Lausanne. Donc les choses se mettent en place de façon très solide et de façon très progressive et parfois lente à notre goût. Mais ça avance. Les bibliothèques de la ville de Lausanne ont signé le label Culture inclusive de Prosenec Touté. Donc voilà, on a mis en place beaucoup de choses. On a évidemment la première chose à laquelle on pense et qui est en même temps la plus difficile, c'est tout ce qui concerne l'architecture, parce qu'on est souvent dans des bâtiments déjà construits, enfin on y est, et c'est pas toujours évident d'améliorer la situation. En plus, les architectes nous répondent qu'on répond aux normes, alors que les normes ne sont pas suffisantes du tout. Par exemple, la hauteur Oui, tout, les petites marches qui ne sont pas là où il faut. Enfin, oui. Voilà. On travaille aussi à l'accessibilité des contenus. Donc, on a parlé des livres en facile à lire, mais on a aussi des livres en large vision, donc des grands caractères. On a des livres audio aussi, en complément de collection. Et puis, on a aussi des DVD en audio-description. Enfin, voilà. Et sinon, on a également fait rédiger le guide du lecteur en FALC. Donc ça, c'est une traduction par un bureau spécifique, facile à lire et à comprendre. Et voilà, on est en train de travailler sur le site aussi. Enfin, oui, c'est nécessaire, il le faut, mais en même temps, c'est long. Et puis, mais les pas se font. Maintenant, il y a des lignes de guidage qui se faisaient un peu dans toute la ville. On en a profité pour les demander pour les bibliothèques. Enfin, donc voilà. des lignes au sol, qui par exemple mènent de l'arrêt de bus jusqu'à la bibliothèque, ce qui peut être par exemple pour des personnes avec un handicap visuel. Je ne sais pas comment c'est pour vous, Damien. Ça peut, si sur les grandes places où il n'y a rien, vous êtes complètement désorienté en fait. Mais c'est là l'importance de faire avec les personnes concernées, parce que sinon, quand on veut faire pour, on a tout de suite beaucoup de bonnes intentions, et puis on est vite à côté de ce qu'il faut. Par exemple, les lignes de guidage ont été établies dans toute la ville par un responsable de la ville, mais les personnes en chaise roulante, maintenant, elles passent de l'autre côté, sur l'autre trottoir, ou si elles ont des cannes ou un teint-et-bain, enfin voilà, c'est plus compliqué aussi. Donc voilà, on fait des petits gestes qui sont progressifs, ça se construit, et surtout on a beaucoup travaillé sur la formation des employés aussi, avec des journées de formation grâce à des autoreprésentants qui sont venus, qui nous ont mis en situation. On a également des cafés diversité qui sont proposés une fois par mois aux collègues pour avoir des partenaires qui viennent nous expliquer des situations, nous proposer des solutions. Enfin voilà, ça se fait. Donc c'est en fait quelque chose de continu aussi. Il faut former, il faut que les gens soient ouverts, il faut que ce soit dans les structures, qu'il y ait un budget, qu'il y ait des endroits où on peut consulter. Oui, qu'on améliore à chaque fois vu que chaque situation est différente. Oui, mais au début c'était un projet, et puis maintenant de plus en plus ça entre dans le quotidien du travail des employés. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui se fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui agite la petite cloche d'accessibilité. En fait, d'avoir un réflexe. C'est ça. Et puis de savoir, voilà, on fait des erreurs, on les adapte, on essaye d'adapter au mieux. Est-ce que vous, quand vous travaillez avec des personnes autoreprésentantes, des spécialistes, est-ce que vous les rémunérez? Oui, elles sont rémunérées. Si elles font par exemple un audit, une expertise Oui, là, elles nous ont fait surtout des formations, et puis on les a aussi engagées pour des animations. On a eu des conférences, par exemple à Montrillon, par deux personnes qui étaient en situation de surdité. Oui. À deux dates différentes. Évidemment, elles sont rémunérées comme des personnes qui viennent, d'habitude pour les animations, et puis en plus, il y avait des traductions en langue des signes, etc. qui étaient là. Oui, c'est important aussi, parce que si vous avez des différences, vous avez une compétence aussi. Et ça, c'est quelque chose. Et c'est ce que je voulais dire aussi par rapport au livre FAL dans le projet qu'on a fait avec Anne-Frédérique Rochat. Voilà, justement, c'était une des questions. Est-ce que vous auriez envie de refaire, Anne-Frédérique? Damien Murit, vous en tant qu'auteur qui avait une vision extérieure, si j'ose dire, est-ce que vous avez lu un livre en FAL? Est-ce que ça vous dirait d'en lire un, d'en écrire un? Bien sûr. Mais je félicite le projet. Et je pense que ça doit être très compliqué à faire
Donc bravo pour l'exercice, parce que aller vers l'essentiel, j'ai envie de dire, Oui. c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Oui. Donc bravo et merci. Merci. Alors voilà, à diffuser largement. Et puis l'enjeu peut-être aussi, c'est de travailler avec les gens, c'est de se construire un réseau, c'est d'écouter, c'est d'améliorer. C'est parfois dire, là, on n'est pas qu'en situation de handicap, on est aussi ci ou ça. Et ça, souvent, il faut des ressources humaines, des compétences. Et actuellement, c'est souvent un peu ça qui manque. Mais ça se développe en Suisse romande, en tout cas. Avec l'association Ligne, on est sur 2 nouveaux projets. Un nouveau projet avec Lire et Écrire Vaud et Genève, cette fois-ci. Avec Ebenezer aussi. La Fondation Ebenezer. La Fondation Ebenezer. Et puis, on essaye aussi on a un joli site Internet, si vous voulez le visiter. On essaye de faire un peu de veille documentaire sur tout ce qui concerne l'accessibilité à la lecture. Donc, si vous voyez des éléments qu'on pourrait y ajouter, faites-nous signe. Et puis, voilà, il y a des petits reportages, il y a des interviews. On essaye aussi d'être un peu une plateforme parce qu'on s'aperçoit vraiment qu'on a de la peine à savoir tout ce qui se fait. Et donc, nous, on regarde un peu ce qui se fait et puis on le met sur le site pour que d'autres personnes intéressées puissent le voir. Il y a d'autres personnes qui font plein de belles choses aussi dans le FAL ou le FALC, les traductions de romans. Oui, le FALC, c'est vraiment le français facile à lire et à comprendre. Ça part des mouvements d'autoreprésentants avec des déficiences intellectuelles. Le FAL, c'est un niveau un peu plus haut, mais les deux sont dans la même mouvance, en fait. C'est vraiment une traduction, le FALC, oui. Oui. Merci beaucoup pour un peu cette première... entrée en matière, ce qui se fait en matière d'écriture, en matière de lecture spécifique, ouverte, en matière aussi d'auteurs avec ou sans difficulté. Je ne sais pas, Anne-Frédérique, si vous avez des difficultés, peut-être que vous en avez aussi. Oui, bien sûr. Différentes de Damien. Moi, j'ai des difficultés. Oui, pas mais les moi autres. aussi. Peut-être beaucoup d'entre nous ont différentes difficultés, vulnérabilités. D'ailleurs, votre texte s'appelait Le cabinet des vulnérabilités. Vous avez fait un texte pour une compagnie de personnes avec de la vulnérabilité psychique. C'est tout juste, à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, peut-être, pour résumer, ce serait de dire, on est dans ce projet pilote, on espère que au canton de Vaud, il y a un plan d'action, donc c'est pas le cas de tous les cantons. Que pour le festival aussi, chaque année, petit à petit, créer des réseaux améliorés. Allez dans vos bibliothèques, à disposition si vous avez besoin de références, de contacts. Faites-le savoir, utilisez des services. Faites savoir quand quelque chose est accessible et faites aussi savoir quand ça ne l'est pas. C'est un cadeau que vous faites aux gens en l'indiquant. Avant qu'on descende, on a encore quelques minutes pour des remarques, des questions. Oui, Céline Wichard de Monalira. Oui, on t'amène un micro. Merci beaucoup. Vous voulez que je bouge ? C'est assez long. Bonjour, merci pour cette table ronde extrêmement instructive qui brosse un panorama relativement complet des questions d'accessibilité à l'heure actuelle en bibliothèque et dans le milieu du livre en Suisse romande. Je salue. Est-ce que tout le monde l'entend ? Est-ce que je parle correctement dans ce micro ? C'est mieux comme ça ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Je ne peux pas tout faire. La vue, oui. Alors, je salue toutes les personnes présentes à cette table. Que je connais en grande partie, sauf Monsieur Murit, que je découvre aujourd'hui avec plaisir. J'aurais plusieurs choses à dire par rapport à ce qui a été énoncé au cours de cette dernière heure. Je pense que donc je vais faire bref, parce que certaines personnes me connaissent ici et savent mon goût de la digression. Je tenais déjà, dans un premier temps, à faire une petite précision qui n'a pas été évoquée notamment sur le travail de M. Murit. Je pense que c'est important de préciser que la plupart des personnes déficientes visuelles ne travaillent pas sur le papier. Parce que quand on écoute votre témoignage, on peut s'imaginer qu'on travaille à la old school. En fait, la très grande partie des personnes déficientes visuelles travaillent avec les nouvelles technologies sans utiliser l'écran, en utilisant des logiciels de lecture d'écran, la voix de synthèse qui renvoie ce qui est écrit à l'écran, etc. Mais du coup, le travail sur papier n'est clairement pas l'apanage de la majorité
des personnes déficientes visuelles. Et ça, je pense que c'est quand même assez important que les personnes qui ne sont pas familières avec ces notions dans la salle, on ait une idée. D'autre part, et là je pense que je vais lancer un pavé dans la mare et c'est assez ma spécialité, je pense qu'il faut qu'on cesse de se gausser de l'énorme travail que nous faisons les uns et les autres dans les bibliothèques spécialisées, puisque aujourd'hui l'offre en bibliothèque spécialisée reste extrêmement faible à l'aune des livres qui sont édités chaque année dans le commerce. Aujourd'hui, attendez, j'ai pas fini. Je vous remercie. Aujourd'hui, on estime que l'œuvre éditoriale rendue accessible pour les personnes en situation de handicap ne correspond qu'à 10% de l'offre dans les bibliothèques spécialisées. Donc, je suis fort ravie d'entendre que M. Murit, quand il souhaite lire un livre à la BSR, trouve jusqu'ici son bonheur, et c'est tant mieux puisque la BSR fait un excellent travail. Mais il faut quand même préciser que, en termes de production annuelle, les uns comme les autres aujourd'hui ont fait extrêmement peu par rapport au développement de l'œuvre éditoriale et de ce qui existe. Par ailleurs, en bibliothèque spécialisée, aujourd'hui, on ne trouve essentiellement que de la littérature générale, c'est-à-dire du roman, de tous les styles, hein, du polar, du roman d'aventure, de la poésie, etc., etc. Très peu de littérature complexe. Et ça, c'est une réalité, et il faut arrêter de dire que dans les bibliothèques spécialisées, que ce soit le réseau roman officiel dans lequel Mona Lira n'est pas encore intégré aujourd'hui, mais qui le sera certainement à un moment donné, est produit. On l'espère. Et oui, on vous espère allez aussi. Collaborer, vu que nous l'appelons des approches différentes. Nous l'appelons de notre vœu. Oui. Et je tiens encore à préciser, puisque j'ai la parole et ensuite je la cède, que j'ajouterai à ce que tu as dit, Nicole, par rapport à la production de Mona Lira. On ne produit pas que du livre audio en voie de synthèse. Depuis plus d'une année maintenant, puisqu'on a 1 an et 6 mois d'existence, nous avons produit 37 000 ouvrages, et ce, dans 5 formats différents, à chaque fois disponibles dans les 5 formats. C'est de l'audio voix de synthèse de haute qualité, de l'audio et du texte synchronisé, ce que va bientôt proposer la BSR avec ses voix humaines, mais nous le proposons depuis le début de notre lancement avec nos voix de synthèse, du texte en grand caractère, du texte en coloration syllabique, le tout personnalisable, et du braille numérique. Donc des formats tout à fait multiples qui répondent à différents besoins de lecture, et c'était notre plus-value quand on l'a lancé, et c'est ce qu'on espère continuer à développer également. Donc on ne se limite pas aux voix de synthèse. Et notre catalogue de livres audio est également gratuit. L'ensemble des autres formats, lui, peut être accessible en illimité pour 20 francs par an, c'est-à-dire moins cher qu'un plat du jour. Et ça nous aide à nos frais de fonctionnement. Ça ne les couvre évidemment pas. C'est une somme symbolique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette contribution. Effectivement, les approches sont, on l'a vu aujourd'hui, en fait, chaque personne est différente. Une personne va lire, écrire sur papier. D'autres vont utiliser différentes technologies. Et je connais les bibliothèques sonores, je connais Mona Lira, la bibliothèque publique, une bibliothèque spécialisée. Toutes ces approches sont complémentaires. L'approche aussi voix humaine, sélection est complémentaire à l'approche de dire on va mettre à disposition un maximum aussi en haute qualité. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment aller voir toutes ces initiatives citées, tester. Et c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Ça peut être de dire, je vais aussi en bibliothèque. Je pousse ma bibliothèque à monter un espace FAL. Parce que là aussi, c'est une des situations en Suisse, c'est qu'il y a peu d'argent, peu d'attention, peu d'argent public, vu que ça doit être des missions publiques. Et donc beaucoup de concurrence et beaucoup de morcellement, alors que ça aiderait tout le monde à se dire, on y va ensemble, et puis... on essaye effectivement de dire qu'il faut investir dans différentes manières de lire et d'écrire. Si quelqu'un a une autre question, remarque, je vous propose celles et ceux qui veulent, de continuer peut-être en bas. D'abord, vous pouvez aller vous faire dédicacer les derniers. Il y aura le retour de Marar ou oui, aussi. Il y est. Voilà. Donc peut-être est-ce qu'il existe en livre audio? Il existe un livre audio enregistré par Isabelle Cardis dans les studios de la Bibliothèque sonore. Est-ce qu'il existe sur Mona Lira?
D'accord, donc allez-y, sautez dessus. Et puis aussi, sur tous les autres ouvrages des auteurs-autrices qui sont présentes aujourd'hui. Je vous remercie et j'espère à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. C'était Écrire et lire quand on est en situation de handicap avec Isabelle Albanese, Isabelle Cardis, Damien Murit et Anne-Frédérique Rochat, enregistré le dimanche 1er septembre 2024 au Grenier Bernois par la Bibliothèque sonore romande pour le livre sur les quais.